Donc, qui sont en fait deux actions, pas vraiment en fin de cycle projet, parce que vous pouvez publier et transférer vos données en cours du cycle de gestion de l'information. Néanmoins, c'est des pratiques aussi qui parfois sont peu développées et en fait qui nécessitent notre attention parce qu'il y a un besoin grandissant de mutualiser les données. Donc, on va le revoir par rapport au contexte actuel, mais en cas de baisse de financement, il y a moins de capacité de collecte de données et donc on a plus besoin de participer ou en tout cas de bénéficier des données que les autres ont pu collecter pour implémenter nos projets. Je rappelle que toutes les données qui sont collectées, elles le sont dans un contexte précis, avec des objectifs précis. Et c'est pour ça que le cycle projet, le cycle de gestion de l'information, il a aussi une fin. Parce que c'est spécifique et précis, et donc à un moment, soit les données elles vont être plus d'actualité, soit elles ont rempli leur but, et à ce moment-là, il faudra se soucier en fait de leur devenir. Donc, le cycle de l'information, il permet de décider le devenir des données, comme je vous le citais maintenant. Et lorsqu'elles sont plus utilisées, plus pertinentes ou plus utiles, il est bon de soit les détruire, soit les archiver, ou alors de les transférer ou de les publier. Donc ça, c'est important de rappeler que voilà, la donnée, elle a une limite de date, parce que de fait, la situation change, le contexte change, mais aussi les besoins. Et donc, le dernier point, c'est de prévoir en amont de la collecte de données le devenir de ces dernières, parce que quand vous faites votre prévision des besoins, il faut aussi inclure en fait qu'est-ce qu'on va faire à terme de ces données. Et ça va permettre d'avoir une gestion qui est sécurisée et responsable. Sécurisée pourquoi? Parce que vous avez souvent la collecte de données personnelles, et donc elles peuvent pas rester ad vitam sur vos serveurs locaux et autres, et qu'il est important de les sécuriser en les anonymisant ou les archivant et autres. Maintenant, je vous présente rapidement les objectifs de la boîte à outils RAT parce que ces deux webinaires, en fait, ils sont en préparation de la sortie de cette boîte à outils. Donc, la boîte à outils, la première chose, c'est elle va vous donner les étapes clés de la gestion de données, et notamment tout ce qui est la préparation de la gestion de données. Et la cartographie des données, c'est un exercice qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui peut être fait et maintenu sur la durée. Et c'est important, en fait, que ça soit pas qu'à un seul moment, mais qu'en fait, ça devienne une réelle habitude pour vous. Donc, on vous montrera un outil qui va vous permettre de l'effectuer régulièrement. Elle va aussi permettre d'évaluer votre propre capacité interne pour la gestion responsable des données, de l'information, parce que c'est toujours important de savoir d'où on part au niveau organisationnel et structurel. Elle permettra également de comprendre l'impact de la gestion de données sur les bénéficiaires. En fait, c'est aussi une conscientisation de toutes les problématiques de protection des données et de comment on fait pour protéger les données au mieux afin que les bénéficiaires ne souffrent pas de potentielles voilà, attaques, cyberattaques et autres, mais aussi d'erreurs humaines, de perte de la donnée ou autres cas de figure. L'enjeu donc de la boîte à outils, ça sera de vous donner donc les étapes clés et les moyens pour mettre en œuvre une gestion des données qui est responsable et limitée, parce que une fois encore, les données que vous allez collecter, elles sont limitées dans le temps et elles ont un usage qui doivent être limités dans le temps pour respecter la protection des données et respecter aussi les bénéficiaires pour lesquels vous collectez les données au service de leurs besoins. Je vais maintenant passer aux éléments de contexte. Concernant le contexte actuel, donc en 2023, il faut savoir qu'il y a eu un pic de financement avec un apport substantiel des États-Unis et qu'en fait, dès 2024, bien avant la fermeture de USAID, il y a quand même une descente des fonds donnés aux humanitaires. Et donc, en 2025, avec la fermeture de USAID, il y a quand même un financement qui a drastiquement baissé, qui a été d'autant plus violent avec cette fermeture. Et donc, c'est quand même une tendance qu'on observe depuis 2 ans et qui en fait impacte notamment la gestion et la collecte de données. Pourquoi? Parce que la gestion et la collecte de données, tout simplement, elle sous-tend des coûts financiers qui sont importants.
Donc humain et matériel. Pourquoi humain? Parce qu'en fait, les équipes qu'on envoie sur le terrain pour collecter des données, ou alors les équipes que vous employez pour nettoyer vos données, pour les analyser, ou pour faire la gestion de vos serveurs, par exemple, toute l'équipe IT, ça a un coût en termes de salaire, mais matériel également, parce que les ordinateurs, les tablettes pour collecter vos données, les serveurs que vous pouvez avoir en interne, ou alors tout simplement vos providers pour vos boîtes mail et autres, ou vos clouds, ça a un coût matériel. Et donc, on l'oublie souvent, mais en fait, la gestion de données, elle doit être inclue dans les budgets. Et souvent, les technologies, elles sont intégrées de manière générale dans les budgets. Vous avez souvent une ligne qui est indiquée, et on a plus rarement des fonds spécifiques qui sont dédiés à ce support. Et il est vrai que les donateurs sont moins friands de financer purement de la technologie comme des tablettes et autres en soi. Et donc, c'est vraiment des fonds qui sont plus compliqués à avoir. Or, cette gestion de l'information, sans fonds, on a des difficultés à le faire de manière correcte et responsable. Les trois grands principes que je vais vous rappeler, c'est les principes qui sous-tendent toute action dans l'humanitaire, qui est d'abord ne pas nuire, do no harm. Et ça, c'est important de se rappeler pour la question de la protection des données. Et c'est un principe éthique qui est au cœur de notre activité. Je rappelle aussi que la gestion responsable des données, elle inclut le principe fondamental de limitation. Une fois encore, vos données, elles répondent à un contexte et à un besoin précis. Et c'est respecter les bénéficiaires que d'accepter la limitation de ces données. Et enfin, le grand principe de la RAD, c'est quand même commencer quelque part et par petites étapes. Souvent, on voit l'ampleur du travail et on ne s'y met pas, alors qu'en fait, l'infuser dans la culture de l'organisation par petites étapes clés et en faire en sorte que ça fasse partie de votre routine, ça c'est essentiel pour qu'en fait, à la fin, vous ayez un cycle de gestion de l'information qui soit responsable et surtout pérenne. Maintenant que on a passé la partie introductive, je vais enfin pouvoir commencer à vous introduire non pas la RAD en soi, mais la cartographie des données. Et cette étape, en fait, elle va être essentielle pour vous pour pouvoir avoir une bonne RAD plus mise en place. Donc la cartographie des données, qu'est-ce que c'est? La cartographie, c'est un exercice de recensement, de structuration et d'analyse des données disponibles et des jeux de données en fait plus que les données en elles-mêmes, ainsi que leur usage. Quand on parle de recensement, on a l'impression que c'est un moment fixe et que ça se fait qu'une fois par an. Non, il est bon, notamment avec l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, que cet exercice, en fait, il se fasse régulièrement. Parce que plus vous le faites régulièrement, et moins ça va être compliqué pour vous d'avoir une idée d'où vous en êtes dans votre gestion de données. Donc, qu'est-ce que c'est en particulier les gestions de données que vous allez recenser? C'est toutes les bases de données. Et là, je trouve que c'est important de vous rappeler que les bases de données, c'est pas seulement des bases digitales. En fait, on a énormément de données qui sont sur papier, que ce soit les listes d'émargement, que ce soit même la collecte de données. Parfois, on n'est pas sur du digital, on est encore sur du papier. Que ce soit pour tout ce qui est santé, les suivis médicaux. Voilà, il est extrêmement important de prendre en considération que vous n'avez pas que des données digitales. Et donc, c'est important de recenser dans votre base de données également, en fait, ce que vous avez en papier. Parce que quand vous allez devoir gérer la destruction notamment, ça va jouer à un enjeu très important. Enfin, c'est un enjeu très important. Ça va aussi vous permettre de mettre à jour le statut, si c'est des données qui sont brutes, analysées, dans quelle étape vous en êtes du traitement, et aussi d'avoir une conscientisation du degré de sensibilité. Voilà, ça vous permettra aussi de mettre en place des mesures adéquates concernant la data protection, la protection des données. Alors, pourquoi faire une cartographie des données? D'abord, ça va vous permettre de favoriser la collaboration. La cartographie des données, on va le voir aujourd'hui via l'étude de cas, mais c'est souvent un exercice qu'on fait en équipe. Et pourquoi c'est important de le faire en équipe? Parce que plus vous allez intégrer vos équipes à cet exercice, plus il va y avoir une conscientisation, une responsabilisation de la gestion de l'information. Et ça va également améliorer les performances parce qu'en fait, en listant vos données, vous allez vous rendre compte des duplicats. Et ça, c'est quelque chose sans faire attention, en fait, on développe beaucoup de duplicats dans la collecte de données, alors qu'en fait, si on mettait un peu plus en relation les jeux de données, en faisant des agrégations de jeux de données, vous auriez la possibilité de collecter moins d'informations, de perdre moins de temps et d'avoir une gestion responsable des données beaucoup plus efficace.
Pourquoi aussi impliquer vos équipes? On dit souvent que la stratégie est mangée au petit déjeuner par la culture de l'organisation. Pourquoi? C'est parce que si votre culture d'organisation est faite qui n'intègre pas en fait directement la gestion de données, notamment avec suivre vos données, et ben en fait cette culture elle va complètement prendre le pas sur la stratégie. Donc même si dans votre stratégie vous avez la perspective d'avoir une gestion responsable avec une fin de cycle RAD, si elle n'est pas dans les petites habitudes de votre équipe, soyez sûr que ça ne sera pas maintenu. Donc c'est par les petites habitudes clés qu'en fait vous allez pouvoir avoir une gestion responsable au quotidien. La cartographie, enfin, comment la mettre en place? Alors c'est important, comme je vous le disais, d'impliquer les équipes dans la gestion de données tout au long du cycle de l'information, parce que ça les responsabilise, parce qu'ils prennent aussi conscience des risques en fait d'une gestion mal organisée. Mais c'est aussi faire preuve de pédagogie, donc expliquer le pourquoi. En fait, il est prouvé que l'action, si vous expliquez pas le pourquoi, les personnes vont se sentir moins engagées dans votre action, et donc par effet de boule de neige, vous aurez moins de résultats au sein de l'implication de vos équipes. Et donc expliquer aussi pourquoi la RAD, expliquer les étapes, c'est très important. Et donc il faut aussi inclure les étapes RAD+ dans la gestion quotidienne. C'est pas au moment où on est en fermeture d'urgence, ou alors au moment où on a besoin de faire tout un processus de relocalisation, qu'il faut s'inquiéter de la question de la RAD+. Si vous le mettez en place en amont, vous aurez beaucoup moins cet effet de stress. Et ce sera beaucoup plus harmonieux, et il y aura moins aussi d'erreurs effectuées voilà, du fait de l'urgence en fait de votre gestion de données. Donc, pour implémenter cette cartographie des données, je vais vous présenter un cas pratique parce que rien ne parle plus que l'expérience terrain. Donc ici, je vous présente une organisation locale qui s'appelle Safe Haven, donc qui est une organisation fictive mais prise pour le cas pratique et qui opère en Syrie. Donc c'est une organisation qui va se concentrer sur la protection des enfants, et le service soutien aux populations locales depuis 8 ans. Et en fait, il y a un changement de priorisation dû à la baisse de financement, et ils ont décidé de relocaliser certains de leurs bureaux afin de réduire la gestion des coûts notamment. Et donc, le regroupement de bureaux, ça nécessite en fait de traiter leur information. Et traiter leur information, c'est aussi décider qu'est-ce qu'on va détruire, qu'est-ce qu'on va archiver, qu'est-ce qu'on va garder. Donc, dans le cadre de cette transition, Safe Haven doit remettre en place tout un processus solide de RAD pour assurer que les données générées soient gérées de manière responsable et éthique, notamment tout ce qui a attrait à la nature sensible des données, donc gestion des données personnelles ou des données sensibles. Donc, dans l'équipe de Safe Haven, vous allez retrouver tout au long des 2 webinaires Ibrahim, qui est le responsable de la protection des données, Laura, qui elle est la gestionnaire de programme, et enfin on a le groupe IT responsable informatique. Donc souvent ça, dans les organisations, c'est des éléments clés des personnes ressources qui vont aussi permettre de décider en fait la cartographie des données, qui vont être impliquées tout au long du processus de gestion de l'information. Donc la première étape de toute cartographie des données, ça va être de réunir pour vous les équipes et les personnes ressources. Donc là, on va avoir un cas pratique où Safe Haven, elle a un bureau dans la banlieue d'Alep, et elle a décidé de relocaliser ce bureau à Alep même. Et donc ce projet dans la banlieue, il se compose d'une clinique et d'une école de quartier pour les enfants déscolarisés, ainsi que d'une garderie. Ça vous donne un peu le contexte de l'équipe sur place. On va avoir notamment l'équipe avec le chef de projet, le comptable, le logisticien, toute l'équipe autour de la clinique, qui sera plus le coordinateur santé, le médecin, les infirmières et pharmaciens ou infirmiers. Et enfin, tout ce qui est la coordination pour l'éducation avec les enseignants et l'assistante ou assistante sociale. Donc ça, c'est l'équipe, le contexte qu'on va suivre aujourd'hui au cours de notre webinaire. Donc la première question, c'est pour vous de sélectionner les parties prenantes. Donc je vous propose d'aller sur Woodclap une fois encore. Et là, Laura et Ibrahim, ils vont avoir besoin de réunir les personnes ressources pour répertorier les données de projet. Et donc là, on va vous demander votre aide parmi les membres du bureau local qui doit être autour de la table. Qui est-ce que vous incluriez parmi le chef de projet, le comptable,
le logisticien, le coordinateur médecin infirmier ou encore les enseignants, assistants social, pour vous de faire le choix en fait de qui vous incluez au sein de cette cartographie, de cette étape de cartographie de données. Donc je vais vous changer l'écran pour vous permettre de passer à la prochaine question. Donc là, vous avez la question qui est: quelle personne ressource Laura doit inclure dans la cartographie des données pour ce projet? Vous avez les choix suivants. Vous avez les enseignants, le chef de projet, le comptable, le coordinateur santé, le coordinateur éducation, le pharmacien. Je vous laisse quelques secondes pour faire vos votes. Il y a une personne. Qui est-ce que vous incluriez pour faire la cartographie des données? Donc, je répète, vous avez les enseignants, le chef de projet, le comptable, coordinateur santé, coordinateur éducation, pharmacien. On va voir les résultats. Donc, on a déjà 10 personnes qui ont voté. Alors, vous avez voté enseignant, chef de projet, comptable. On a plus 90% pour coordinateur santé, 80% pour le coordinateur. Donc, si on regarde maintenant les bonnes réponses, alors on a inclus, si vous êtes dans une perspective de fermer rapidement, les personnes ressources, ça va être quand même les personnes qui ont une vision généralisée de vos jeux de données. Donc, le chef de projet, typiquement, lui, il va avoir une vision beaucoup plus globale, en fait, de quelles données sont collectées pour quelles et quelles activités. Et après, vous avez les gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Donc, typiquement, le coordinateur santé et le coordinateur éducation, ce sont deux personnes qui ont la vision globale de leur activité et qui, eux, vont pouvoir vous dire, en fait, quel jeu de données vous avez et qu'est-ce qu'il est important d'inclure dans ce jeu de données. Donc, le comptable, le pharmacien, les enseignants, ça, c'est des personnes ad hoc qu'on pourra requérir s'il y a besoin. Mais en général, si vous avez déjà ces trois personnes réunies, vous allez déjà avoir une très bonne vision de ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, la seconde question qui sera posée, c'est donc, une fois que vous avez réuni les personnes, c'est d'avoir une idée des jeux de données que vous allez avoir et qui peuvent être existantes. Donc là, en ayant une clinique, une garderie, une école, à votre avis, de votre expérience, quel type de jeu de données vous pourriez avoir à faire? Donc, est-ce que ce serait... voilà, je vous laisse mettre, donc c'est un nuage de mots, je vous laisse mettre les idées que vous pouvez avoir. Ça peut être le listing des étudiants, ça peut être voilà, tout type de données. Mais quand on a réuni les parties prenantes, c'est un bon moment pour avoir une idéation, donc un moment où on génère et on répertorie toutes les idées ensemble. Donc à l'écran, on voit les dossiers, le nombre de patients, beaucoup de statistiques, beaucoup de choses qui concernent les patients, historique médical également, oui c'est vrai. Quel autre? Donc vous avez aussi une garderie et une école. Donc vous avez forcément des jeux de données qui concernent ces deux activités. On a historique médical, nom des bénéficiaires, il est vrai. Patient, historique médical. Oui, les pré- et les post-tests, c'est vrai. Vous avez tout le suivi et évaluation, ça va être forcément inclus. Les familles, oui, tout à fait. Les dossiers, nombre de patients, je l'ai déjà dit. Les enfants, la liste des enfants. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a été rajouté? Voilà. État du stock. Oui, logistique, vous aurez un état du stock, notamment des médicaments et du matériel. Ça, c'est bon de l'avoir en tête. L'âge, toutes les données personnelles, on est d'accord. Super. Bon, voilà. Maintenant que vous avez un peu une idée voilà, vous avez répertorié un peu les jeux de données et vous avez réuni les personnes clés, vous avez répertorié les jeux de données et il va s'agir maintenant de cartographier, ce qu'on appelle faire la cartographie propre de vos données. Pour ce faire, vous avez
plein de techniques différentes. Il y en a qui font les jeux des flux de données où en fait vous voyez quand vous collectez la donnée, où est-ce qu'elle est stockée, à quel service elle va et autres. Et nous, on a décidé plutôt de vous montrer un exemple avec un document Excel qu'on a développé. Voilà, vous pouvez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a peut-être que vous avez développé en interne et c'est très bien. Nous, c'est juste pour vous montrer un cas pratique ou comment on peut utiliser cet outil afin de cartographier vos données. Donc, je vais vous présenter l'outil sur mon écran maintenant. Est-ce que vous voyez bien mon outil Excel? Oui. Donc, cet outil Excel, en fait, ça permet de mettre à jour et de maintenir votre cartographie de données. Il est extrêmement simple. Il va s'organiser en les informations générales de vos jeux de données. Après, vous aurez une section catégorie de jeux de données. Et ensuite, vous aurez le traitement de données, le flow, donc en fait, les parcours suivis par la donnée et toutes les sécurités, les mesures de sécurité. Je vous ai pris 3 exemples concrets. Comme ça, on va aller sur cet outil ensemble. Alors, voilà, je vais faire un petit dézoom. Donc, le premier exemple que j'ai pris, ça serait le registre patient clinique. Parce qu'on a une clinique sur ce projet, en fait, on a forcément un registre avec toutes les données médicales. Donc, ici, vous voyez, au début, j'indique le nom du projet, le nom, en fait, du jeu de données spécifique, sa date de création, et quand est-ce que la dernière fois je l'ai mis à jour et qui a mis à jour ce jeu de données. Donc en fait, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui sont chargées, et notamment on dit souvent que vos coordinateurs, c'est eux qui sont chargés de mettre en place le suivi des jeux de données. Et donc, une fois que j'ai mis ces informations à jour, il y a la question d'abord du type de données. La première question qu'on se pose, c'est le consentement, enfin le type de base légale pour le traitement de données. Ici, puisqu'on est sur des données qui sont purement médicales, on dit souvent que c'est l'intérêt vital, parce qu'en fait, sans ces données, on ne va pas être capable de traiter les patients. Donc, j'indique l'intérêt vital. Ensuite, on me demande la question du consentement, comment il est collecté. Et ici, on peut... j'arrive pas à cliquer sur ma case, évidemment. Cette case en particulier ne fonctionne pas, mais j'écris en dessous que le consentement, il est en fait reçu sur papier et stocké dans les bureaux. Donc voilà, c'est un consentement qui sera un consentement écrit et qui sera stocké en interne. Ensuite, le type de support. Là, c'est important pour vous, je vous rappelle, de savoir si c'est un document qui est papier, si c'est un document qui est digital ou si c'est les deux. Là, vous voyez comme on a sûrement les deux, donc je vais mettre mix. Pourquoi? Parce qu'en fait, la base de données est certainement sur Excel, mais j'ai aussi ce consentement qui est sur papier. Donc en fait, j'ai un peu les deux types de données. Mais elles font partie de la même base de données, donc je les mets sur la même ligne. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est catégorie de données. Donc là, en fait, vous allez juste mettre un tick sur la catégorie de données et ça va vous permettre aussi d'identifier tout ce qui est protection des données. La première question, c'est les informations personnelles. Donc, pour cette question, en fait, si vous savez pas très bien à quoi ça réfère les informations personnelles, vous avez une catégorie spécialement dédiée devant vous ici, qui est catégorie des informations personnelles. Ça vous permet de les désagréger et de voir un petit peu s'il y en a une qui correspond. Donc, s'il y a une qui correspond à l'identité, l'information sur les identités, vous cochez la case. Là, on peut penser que pour la clinique, vous avez identité, vous avez sûrement des informations sur la vie personnelle, vie professionnelle, ça peut également, économique, pas forcément, la connexion web, pas forcément, la question de l'Internet, pas forcément, géolocalisation non plus. Donc là, j'ai plus cliqué, sélectionner en fait les 3 premiers éléments de la catégorie des informations personnelles. Et vous voyez que quand vous faites ça, quand vous cliquez, automatiquement, votre case se met en rouge. Elle se met en rouge. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans ce que vous avez sélectionné dans la sous-catégorie, eh ben, en fait, ça rentre dans la catégorie information personnelle. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut que vous soyez attentif. Et donc, elle se met en rouge. Et à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur la case et elle va automatiquement continuer à être en rouge. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si la code couleur se met en rouge?
on peut aller voir dans l'onglet en fait notice, vous avez un code couleur et ce code couleur il nous dit que si cette case se met en rouge, ça va impliquer en fait des actions dans ensuite la rédaction. Donc qu'est-ce que ça implique? Pour l'archivage, ça va nécessiter une pseudonymisation de vos données. Pour publier, ça va au moins nécessiter une anonymisation des données. Donc le code couleur dans ce fichier Excel, il est vraiment là pour vous aider à identifier les étapes clés dans le processus RAD. Ensuite, il y a la question des données personnelles et sensibles. Là, encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de ce que ça veut dire, vous avez cette sous-catégorie. Donc, qu'est-ce que sont les données personnelles et sensibles? Là, vous allez avoir la question raciale et ou origine ethnique. Donc, ici, on peut supputer que c'est indiqué. Tout ce qui est les opinions politiques, dans notre jeu de données, ce serait peut-être pas primordial. Religion ou philosophie, conviction philosophique, voilà, ça peut être indiqué, on ne sait pas. Tout ce qui est génétique, biométrique, ça c'est sûr que pour notre jeu de données, il sera impliqué. Les questions physiques ou santé mentale. Tout ce qui est lié à l'orientation sexuelle. Tout ce qui est les offenses criminelles. Les identifiants uniques, ça souvent passeport et autres, on en a souvent qui sont répertoriés. Et le type d'assistance. Une fois encore, quand ça m'aide à décider pour les données sensibles, vous allez voir que votre case, elle va se mettre automatiquement en rouge. Donc ça, une fois encore, ça veut dire que vous devez cliquer dessus et vous pouvez vous référer au code couleur pour savoir ce qu'il en est et ce qu'il faut faire. Ensuite, on va avoir la question de l'agrégat des données community level. Donc en fait, le DII que vous voyez dans cette case, ça veut dire Demographically Identifiable Information. Donc c'est toutes les informations qui peuvent être... pourquoi agrégées? Ça veut dire que vous pouvez le prendre dans un autre jeu de données, vous l'avez peut-être pas collecté, mais vous l'avez pris sur une autre source de données. Et c'est tout ce qui permet en fait d'identifier des groupes ou des individus qui sont regroupés selon des indicateurs démographiques, soit ethniques, soit genre, soit religion, soit occupation. Vous avez aussi la question de la sécurité, si vous avez des données qui sont sur les incidents, les routes, les groupes armés. Voilà, nous, ça ne va pas être le cas. Ou si vous avez également des agrégats de data qui peuvent être sensibles. Là, voilà, c'est à vous aussi de déterminer si ça vient en jeu ou pas. Une fois encore, si c'est rouge, vous allez pouvoir vous référer à la notice. Une fois que vous avez mis en place votre catégorie de données, ça vous donne une bonne idée du type de données que vous avez collectées. Vous pouvez ensuite faire une analyse, où est-ce qu'on en est dans ces données en fait. Est-ce que c'est de la donnée qui est juste collectée mais pas nettoyée? Est-ce qu'elle a été nettoyée? Est-ce qu'elle est déjà analysée? Est-ce qu'on a fait des dashboards? Est-ce qu'on la reçoit juste mais on l'utilise pas? C'est possible. Ou est-ce qu'on la partage avec un autre acteur? Nous, on peut supputer que dans cette situation, vous avez déjà le registre des patients cliniques, vous l'avez déjà collecté, vous l'avez déjà nettoyé et sûrement analysé pour l'utiliser dans vos rapports. Donc en fait, une fois encore, le code couleur, ça va vous permettre de décider ce qui est important de faire en fonction de ce code couleur, en fonction de cette situation. Là, vous en êtes à l'analyse. Donc l'analyse, il n'y a pas de code couleur spécifique, ça veut dire que vous avez déjà effectué les étapes préalables. Une fois pour le traitement, vous avez également la fréquence du processing, donc du traitement des données. Ici, on peut se penser qu'en fait, vu que c'est un registre clinique, elle doit être mise à jour en permanence. Parce qu'en fait, en permanence, quand vous enregistrez des patients et vous devez aussi revoir la liste, bon, c'est peut-être quelque chose qui est fait régulièrement. Ensuite, vous avez toute la catégorie qui est plus sur le flux de données. Ici, on va avoir d'où l'origine en fait de cette donnée. Donc pour l'origine, une fois encore, ma case fonctionne pas, mais vous avez une case en dessous. L'origine, vous allez avoir sûrement durant consultation médicale. Donc ça, c'est l'origine de vos données, c'est-à-dire qu'elles sont collectées à ce moment-là. Après, vous avez la destination de vos données. Donc, pour ce cas-ci, elles sont en interne parce qu'en fait, on n'a pas vocation à les transférer ou à un partenaire ou à un sous-contrat, sous-partenaire, enfin pas un sous-partenaire, un provider. J'arrive pas à trouver le mot en français. Là, ce sera en interne. Ici, vous devez décider pour combien de temps vous avez décidé de garder vos données. Et ça, c'est très important parce que comme on a dit, vous avez des périodes de temps selon les nécessités d'audit, selon aussi les dispositions légales. Et quand c'est en matière de santé, il est fort probable que vous ayez 5 à 10 ans de conservation des données. Donc là, par exemple, je pourrais très bien mettre que selon la convention légale, c'est 5 ans de conservation des données.
Ensuite, vous avez la question de physique ou le serveur, où est-ce qu'il est situé. Donc là, ça va être un serveur local qu'on a monté dans notre petite clinique. Vous avez la question aussi si vous avez une copie de secours, et là, c'est une copie papier qu'on a dans les locaux, par exemple. Ça, c'est une copie de secours. Et enfin, qui est responsable? Donc très certainement, Georges est responsable. Ici, vous avez la question de est-ce que vous avez l'utilisation de logiciels en fait qui sont pas en interne. Donc ça peut très bien être Office 365, Dropbox ou autre. Si c'est le cas, vous pouvez l'indiquer ici. Et ensuite, vous avez les droits des individus, s'ils ont le droit d'avoir accès à l'information, s'ils ont le droit de rectifier leur information, ils ont donné l'accord pour la portabilité, ça veut dire le transfert, et s'ils ont le droit d'objecter ou de demander l'effacement de leurs données. Ensuite viendra toutes les questions de GDPR. Donc là, on vous pose les questions purement législatives pour vous rappeler qu'en fait, il y a des questions légales qui entrent en jeu. Parce que quand on en vient à détruire des données, à archiver des données, vous avez forcément la question, légalement parlant, à quoi je suis tenu. Donc là, on vous met les options en dehors de l'Union européenne. Est-ce que vous avez aussi un troisième pays qui est en dehors de l'Union européenne auquel vous devez faire attention à la législation locale? Donc ça en Syrie, par exemple, ça a tout à fait cours. Donc ça sera à voir la législation locale. Et quand est-ce qu'on a appliqué la destruction, le processus de destruction? Ici, on peut dire que ça n'a jamais été appliqué parce que on l'a gardé toujours vivant, donc on n'a jamais effacé notre jeu de données. Une fois que vous en arrivez là, vous avez tout ce qui est la description technique de la sécurité. Sécurité, pourquoi? Parce que c'est important de voir où est-ce que vous en êtes dans la protection de vos données. Est-ce que vous avez un contrôle de l'accès? Est-ce que vous avez des mesures de traçabilité? Est-ce que vous avez des logiciels d'antivirus et autres? Est-ce que vous avez une sauvegarde qui est faite ou pas? Nous, on va dire que oui, par exemple, on a sauvegardé. Est-ce que vous avez effectué la pseudonymisation ou minimisation des données? Vous avez la question de encryption, l'encryptation, le cryptage des données, pardon. Et ensuite, les mesures d'audit. Et enfin, vous aurez tout ce qui est les SOPs. Donc, est-ce que vous avez déjà des procédures? Là, on peut dire qu'il y a procédure de révision, par exemple, des données régulières et plus rétention médicale, médicale légale, parce que on a trait à tout l'aspect santé. Et ensuite, on vous a mis une dernière possibilité, c'est tout ce qui est data breach. Par exemple, si vous avez eu des pertes de données ou des erreurs faites, ou voilà, il est important en fait de les notifier et de voir en fait quelles sont les brèches que vous avez eues et les problématiques. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous renouvelez l'opération pour tous vos jeux de données. Donc ici, on peut très bien le faire pour le registre des patients cliniques, mais également pour la liste des élèves, également pour la liste du matériel des school kits, par exemple. Et on voit bien que pour la liste de matériel des school kits, toute la question qui se pose pour la catégorie de données, les catégories sensibles, personnelles, data et voilà ce type de données, là, par exemple, vous n'aurez pas du tout les cases rouges qui vont être cliquées parce que vous n'aurez pas des données personnelles, c'est purement du matériel. Donc, ça vous aide aussi à faire le tri entre tout ce qui est les actions en termes de protection des données à mettre en place en fonction du type de données que vous allez répertorier. Voilà, donc ça, c'est un outil parmi tant d'autres, mais qui peut vous aider, en fait, s'il est gardé et mis à jour régulièrement, à avoir une vision, notamment en gestion de protection des données, où est-ce que vous en êtes, et à mettre à jour, en fait, régulièrement dans votre cycle données. Voilà, ça, c'était la partie cartographie des données. On verra peut-être les questions à la fin, donc je vous propose de les mettre, ne pas hésiter à les mettre dans le chat box pour ensuite on révisera toutes ces questions. Je préfère avancer dans le cours car le temps passe. Maintenant, je vais vous présenter l'arbre à décision. Donc, une fois que vous avez fait votre cartographie de données, il va falloir décider pour vous au niveau de la rétention, la conservation, l'archivage, la publication ou la destruction, qu'est-ce que vous allez mettre en place en fonction de votre jeu de données. Pour ce faire, on a créé un arbre à décision. Pourquoi? Parce que ça vous aide à visualiser très rapidement. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui a une vision holistique, qui aimait bien voir toutes les étapes d'un seul coup d'œil, en fait, quelles sont les questions clés pour chacune des étapes? Et ça va aussi vous permettre d'éliminer, parce qu'en fait, si vous n'avez pas les ressources pour le mettre en place, vous allez pouvoir éliminer certaines options naturellement.
C'est aussi un outil qui est en cours de développement et qui va donner des indications pratiques et des outils clés en main. Donc, pour chaque étape, vous allez pouvoir rapidement voir quel outil vous pouvez utiliser pour le mettre en place, mais également quelles étapes clés vous allez pouvoir suivre. Une fois encore, donc, ça vous permet de vous poser les bonnes questions et aussi de le faire en fonction de votre situation actuelle, parce qu'il est important que vous ayez conscience de vos moyens, que ce soit en termes de budget, mais que ce soit en termes humains. On n'a pas tout le temps les moyens de mettre en place la publication, par exemple, parce que ça demande du temps, ça demande de l'administration. Bon, bah, si vous n'avez pas les moyens humains et matériels, bon, c'est une étape que vous allez d'emblée mettre de côté. C'est aussi important pour vous de bien avoir conscience de vos ressources. Pour ce faire, je vais vous donner l'accès et notamment dans le chat box, Aurélien va vous mettre maintenant le lien de cet outil que je vais vous présenter maintenant. Donc, vous pouvez d'ores et déjà cliquer dessus et je vais vous le présenter à l'écran. Alors, vous avez maintenant accès à cet outil. Est-ce que vous le voyez bien sur mon écran? Donc, cet outil, c'est... Ah, quelqu'un a ouvert son micro. Alors, cet outil, Oui, en fait... Nous voyons bien, madame. C'est visible. Oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous montre l'aspect global de cet outil avant de faire un petit focus plus restreint. En fait, cet outil, ça vous montre les différentes étapes qui sont montrées, qui sont symbolisées par les différentes couleurs. Et si on fait un zoom, en fait, vous voyez que la première question, c'est quelle action vous voulez explorer dans la RAD+. Donc, mettons que dans la RAD+, je vais d'abord m'intéresser au processus d'archivage. Je vais aller directement sur le focus archivage. Une fois que je suis arrivée ici, vous voyez que vous avez différentes branches. Quand je mets ma souris sur le premier rond, qui est l'archivage, vous allez avoir 5 questions qui vont apparaître à votre écran. Ces 5 questions, c'est des questions clés qu'on a repris pour toutes les actions. Vous aurez toujours la question de quoi, qu'est-ce que vous voulez archiver, la question de qui est inclus dans ce processus, la question de comment vous voulez archiver, enfin comment vous allez effectuer cette tâche, la question de quand, donc la temporalité en fait de votre action, et enfin la question du pourquoi vous voulez archiver. Ça vous permet ensuite de vous focaliser sur la succession d'étapes. Cette succession d'étapes, quand on va sur le comment, on voit ici que on a 3 sous-questions qui sont la question du support de la donnée. Donc là, ça va être la question, si je clique sur support, bah, vous voyez ici que vous avez un petit encart qui va vous expliquer, bah, vous avez les supports digitaux, que ce soit les databases, les laptops, hard drive, les clés USB, ou alors la question des supports papier. Et à ce moment-là, vous avez plus les papiers, mais aussi les dossiers, et aussi les cartons de papier qu'il faut considérer, surtout quand vous détruisez, ça prend énormément de place. Donc, en fait, ça vous permet de visualiser très rapidement. Ici, par exemple, pour l'archivage, sur quoi vous avez la question du support, vous avez la question de vos données sensibles. Donc là, vous pouvez vous référer à la cartographie qu'on a faite auparavant, voir si vous avez des données sensibles. Si on parle par exemple de la liste des toolkits du matériel, non, vous n'avez pas de données sensibles. Bon, ça enlève déjà une problématique d'anonymisation et de pseudonymisation. Et enfin, la question des données personnelles. On a vu sensible et personnel, c'est légèrement différent. Mais en l'occurrence, quand vous avez l'archivage, sur ce qui est le archiver quoi, si vous avez des données sensibles et personnelles, ça va être légèrement différent que si vous n'avez pas de données sensibles et personnelles. Donc cet outil, vous allez pouvoir, si vous l'avez, vous pouvez y accéder maintenant, vous allez pouvoir bouger et voir les différentes actions. Donc, par exemple, ici, on peut tout à fait regarder plutôt ce qui est le transfert de données. S'il y a le transfert de données, voilà, je peux m'intéresser par exemple à qui est impliqué dans le transfert de données. Et quand je m'intéresse à cette question, on voit bien qu'il y a la question de qui est responsable de faire le transfert de données, mais aussi qui doit recevoir ce transfert de données. Et en fait, en fonction de ces 2 sous-étapes, on va détailler après les étapes. Donc ça viendra, ça suivra dans le développement de l'outil. Mais vous aurez en fait les étapes clés dans cette question de qui. Vous aurez aussi les outils, vous aurez aussi les petites notes d'attention parce que voilà, peut-être que il y aura des processus à respecter en fonction de la sensibilité de vos données.
Donc, afin de vous permettre de vous familiariser un petit peu avec cet outil, je vous propose de partir sur le Wood Clap une fois encore. Alors, je vais peut-être vous remettre d'abord, voilà, le QR code. Si vous voulez réaccéder, si vous avez quitté Wood Clap, vous pouvez maintenant revenir sur le Wood Clap pour participer à cette question. Et donc, la prochaine question que je vais vous poser, c'est sur la partie archivage. Quels supports de données doivent-ils être pris en compte pour cette partie archivage? Donc, normalement, si vous allez sur l'arbre à décision, vous allez pouvoir cliquer sur la partie what, parce que ça répond à la question quoi, et vous aurez ensuite la réponse à cette question. Donc, la question porte sur les supports pour l'archivage. Quels sont les supports auxquels il faut que vous fassiez attention? On a déjà 4 réponses. On va attendre un petit peu plus avant de montrer les résultats. Voilà. Quels sont les supports? Donc, si on vous propose les supports digitaux, uniquement les bases de données en ligne, les supports papier, exclusivement les applications mobiles ou les vidéos diffusées à la télévision. Donc, quel type de support devez-vous prendre en compte lorsque vous faites l'archivage? Encore quelques secondes pour répondre. Alors, on va pouvoir voir les réponses. Majoritairement, vous avez mis 100% pour tout ce qui est support digitaux et support papier. Il y en a quelques-uns qui ont mis les vidéos. Donc, les bonnes réponses, bien sûr, c'était support digitaux et support papier, comme je l'avais mentionné en amont. Et c'est important de garder ces deux types de supports parce que véritablement, détruire des documents papier, ça n'a rien à voir que détruire des documents digitaux. Archiver des documents papier, ça n'a rien à voir que archiver des documents digitaux. Donc, ça fera une grande différence pour vous. Et si vous ne le prenez pas en considération, vous aurez sûrement des surprises. Deuxième question que je vais vous poser sur cet arbre à décision. Pour les actions de publication, archivage, rétention et transfert, quels sont les 3 éléments répondant à la question what? Donc à la question quoi? Donc, vous avez 3 éléments à chaque fois qui sont mentionnés pour ces 4 actions. Donc vous pouvez prendre n'importe laquelle et aller voir pour la question what, quels sont les 3 éléments, les 3 sous-éléments qui sont mentionnés. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. On a peu de réponses. Ah, voilà. Personal data. Je vous rappelle, il y a 3 éléments à trouver. Sensible data. OK. Alors, on a support of the data, sensible data, personal data. Donc, effectivement, vous avez bien répondu. Il y aura toujours ces 3 éléments, que ce soit pour la publication, l'archivage, la rétention et le transfert. Vous allez avoir ces 3 questions. Une fois encore, les données sensibles et les données personnelles, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans votre cartographie. Donc, là où vous avez mis le type de data. Et le support, c'est ce qu'on vient de voir, c'est l'importance de discerner si c'est du papier et si c'est du digital. Maintenant, la 3e question sur l'arbre à décision, c'est quel autre élément doit accompagner les outils pour archiver les données? Donc, c'est la question AO, quand vous allez sur la question de l'archivage. On a la question des outils, donc une sous-section qui concerne les outils pour le comment archiver des données, mais il y a aussi une autre section. Et je vous demande quel est cet autre élément dont on a besoin pour comment archiver ces données. On va voir les réponses. Donc, le résultat, c'est, vous avez plutôt en majorité
parler des processus d'archivage, et effectivement, c'était la bonne réponse. Sur la manière de faire, il n'y a pas seulement les outils, mais en fait, il faut vous expliquer les règles, les responsabilités et la durée de conservation. Sinon, vous allez avoir une problématique. On a beau avoir des super outils, s'il n'y a pas les processus à suivre à côté, il est fort probable que vous n'ayez pas une bonne utilisation de vos outils. Enfin, je pense que c'est la dernière question, si je ne m'abuse. Oui, c'est la dernière question pour l'arbre à décision. Quelle étape essentielle concernant le partenaire doit être conduite avant de transférer des données? Donc ça, c'est dans la partie transfer. Et vous allez pouvoir... il me semble que c'est la partie comment. Et donc, quelle étape essentielle vous devez mettre en place avant de transférer des données à votre partenaire? On a la question d'anonymiser les données. Accord de partage. Anonymiser la donnée, accord de partage. Après l'évaluation, on va laisser quelques secondes de plus. Sécuriser, accord, sharing agreement, accord de partage. Anonymiser, sharing agreements, traitement, contrat, ça c'est sûr. Vérifier, accord de partage. Alors, je vais retourner sur la présentation. Alors, hop. Là, on a revu les dernières questions. Sur la question, il y a, alors oui, il y a le sharing agreement, il est vrai, et il y a aussi la question de l'évaluation des capacités du partenaire à recevoir en toute sécurité, à maintenir, à faire usage dans un cadre encadré par des processus. Voilà, mais le sharing agreement fait partie de cette évaluation où vous allez aussi pouvoir inclure dans le sharing agreement en fait les conditions de transfert de vos données. Donc, maintenant que vous avez eu maintenant que vous avez une vision globale de vos données, vous avez fait votre cartographie, vous avez répertorié les jeux de données que vous avez en face de vous, vous avez réuni pour ce faire les personnes clés qui connaissent bien les projets, qui peuvent vous indiquer aussi les spécificités du type de données, si elles sont personnelles, sensibles, si vous avez des processus ou de sécurisation des données qui sont déjà mis en place. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez un peu une vision de ce que, en termes financiers et humains, vous pouvez mettre en place, que ce soit pour la publication, que ce soit pour l'archivage, la rétention et autres, vous allez pouvoir commencer la RAD+, et donc vous allez pouvoir commencer à mettre en place des actions, puisque vous avez fait tout le travail préparatoire en amont. Une fois encore, je rappelle que ce travail préparatoire, il peut être fait de manière régulière, ce qui vous évite en fait d'avoir des coups de stress pour le faire au dernier moment. Donc, on va maintenant parler de la rétention, donc retenir ou conserver, si ça vous parle un peu plus, qui est la première action proposée par le parcours RAD. Retenir. Donc d'abord, retenir, conserver des données. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on parle de rétention quand on conserve de manière sécurisée et organisée les informations relatives au programme et interventions. Donc, il y a la question de transparence, bien sûr, qui va venir en compte, la question de l'évaluation, puisqu'on fait toujours du suivi et évaluation. Donc ça, vous allez en avoir besoin, en fait, d'avoir accès aux données pour faire votre suivi et évaluation. Et tout ce qui est conformité aux réglementations. Une fois encore, par exemple, pour les données de santé, vous avez une législation qui est très stricte sur la conservation et l'archivage de vos données. Donc, c'est important de les avoir en tête. Pourquoi conserver ces données? Le premier, j'ai mentionné le suivi évaluation. Effectivement, en fait, si vous voulez voir l'impact ou alors voir combien de personnes bénéficient de vos services, il est important d'avoir accès rapide à des données qui sont nettoyées et mises à jour. Il est également important d'avoir une question de transparence et de responsabilité. Effectivement, si vous avez du mal à savoir qui est responsable de votre jeu de données, quel type de jeu de données on a, ça va être très difficile pour vous de coordonner et aussi de faire en sorte qu'elle soit sécurisée. Pour la prise de décision informée, effectivement, souvent, en fait, le manager et même les chefs de projet, vous avez besoin d'avoir une vision globale, que ce soit par des statistiques, des dashboards, des tableaux de bord ou autres, de ce qui se passe sur les projets et les programmes. Et donc, avoir accès à la donnée nettoyée, ça va vous permettre de l'analyser et de prendre vos décisions de manière
voilà, éclairé en fonction de ce que vous observez sur le terrain. Ça permet aussi la coordination et la collaboration. Une fois encore, si vous avez des duplicats de données, c'est important que vous vous en rendiez compte. Et donc, vous pouvez vous en rendre compte grâce à l'accès et à répertorier les jeux de données. Vous avez aussi une gestion des risques, comme on l'a mentionné, pour tout ce qui est protection des données. Il y a aussi tout ce qui est apprentissage et amélioration continue. Donc, en fait, ça va vous permettre de voir si votre objectif, c'était d'avoir tant de participants pour votre campagne de sensibilisation et que manifestement, vous n'y êtes pas parvenu, voilà, ça va vous permettre aussi, pour la prochaine campagne de sensibilisation, peut-être de changer votre mode de communication ou autre. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'avoir accès aux données et donc aux statistiques sur, par exemple, cette activité de sensibilisation. Ensuite, vous avez communication et plaidoyer. Effectivement, si vous ne connaissez pas le nombre de personnes qui sont touchées par des problématiques, je sais pas moi, de violences faites sur les problématiques de genre, ou alors sur des problématiques de santé mentale ou autres, si vous n'avez pas des données chiffrées, il va être difficile pour vous de les communiquer et d'en faire un plaidoyer. Et donc, c'est toujours important d'avoir accès à des données, une fois encore, nettoyées, mises à jour, qui va vous permettre de faire votre communication et votre plaidoyer. Maintenant qu'on a vu pourquoi conserver les données, et quand je parle de conservation, c'est vraiment avoir un accès rapide. Donc, c'est des données qui sont nécessaires dans le quotidien de votre gestion des activités. Pour ce faire, vous avez les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, la première, c'est la fréquence des sauvegardes. Ne pas oublier qu'en fait, ça doit être quotidien et qu'elle doit être faite à intervalles réguliers. Vous avez également la question de la protection des données. Et quand on parle de protection des données, c'est au niveau de la sécurité de stockage des serveurs d'exploitation, mais également voilà, dans les lieux sécurisés. Si c'est par exemple dans un placard, voilà, votre clé du placard avec tous les dossiers médicaux ne doit pas être pendue à l'entrée. Voilà, ça paraît évident, mais c'est bon de le rappeler. On parle aussi de la règle du 3-2-1. Alors, cette règle, elle permet en fait de disposer de copies de données. Et en fait, on dit deux supports différents. Donc là, par exemple, pour la clinique, on avait un support papier et un support digital, et dont un support hors ligne. Et donc, ça permet en fait de protéger vos données, et notamment en cas de perte de données, vous avez toujours un jeu disponible. Après, il y a la question de la responsabilité des données. Donc là, c'est plus adopter une approche responsable dans la gestion de données, notamment en suivant les directives opérationnelles spécifiques. Donc tout ce qui est les principes de responsabilité, qui est responsable des données, et des actions recommandées pour minimiser les risques et maximiser les avantages. Donc aussi les questions d'anonymisation, de pseudonymisation quand nécessaire. Voilà, qui est un peu différent en fait de la protection de données en elle-même. La sécurité et la confidentialité, une fois encore, là, ça va être tout ce qui est approche responsable sur l'anonymisation et la pseudonymisation. Et enfin, vous avez la question des tests de restauration. Alors voilà, c'est très bien d'avoir des sauvegardes régulières. Néanmoins, il faut s'assurer que la sauvegarde, elle soit bien effectuée et donc que vous puissiez retrouver les informations sauvegardées. Et voilà, si votre sauvegarde a mal été effectuée, vous allez avoir un petit problème pour retracer et avoir accès à vos données. Maintenant qu'on a vu la question de la rétention, et une fois encore, c'est une question qui est balayée rapidement parce qu'elle sera plus vue en détail dans la boîte à outils. Donc là, on vous donne les grands principes et les bonnes habitudes à prendre. Pour plus de détails, ça sera développé ultérieurement. La deuxième étape de RAD+, elle se nomme archiver. Donc RAD, je vous rappelle, c'est la rétention, l'archivage, la destruction, et le plus, c'est la publication et le transfert. Ici, on en vient à l'étape d'archivage. Donc, si dans votre arbre à décision, vous avez déterminé qu'en fait, vous avez des données légalement parlant et en termes d'audit qu'il faut archiver, vous allez pouvoir vous intéresser à cette action particulière. Donc, pour cette action d'archiver, on entend quoi par archiver? C'est la question de organiser, stocker et conserver de manière sécurisée vos informations. Et donc, c'est des informations qui ne sont plus utilisées activement. Ça, c'est la grande différence avec la rétention, la conservation, qui, elles, sont des données qui sont activement utilisées. Donc, vous devez en avoir accès rapide, facile, organisé. Tandis que l'archivage, c'est quelque chose de beaucoup plus long et pérenne. Vous n'allez pas tous les jours dans votre cave pour aller retrouver les boîtes de rangement de vos écoles primaires.
Donc, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup moins souvent et qui a besoin d'être néanmoins organisé et stocké de manière logique, parce que quand vous avez besoin d'y retourner, ça doit être facile, mais voilà, on n'y accède pas tous les jours. Et c'est des données qui doivent être gardées pour des questions tout à fait légales, opérationnelles, de redevabilité et de mémoire institutionnelle. Tout ce qui est opérationnel, c'est par exemple si Safe Haven décide de réouvrir le bureau dans la banlieue d'Alep, elle a besoin en fait de savoir quels étaient par exemple les bénéficiaires quand il y avait des projets. Bon bah ça a une nécessité opérationnelle de conserver les données. La question de redavabilité, ça concerne plus les audits. Donc les objectifs de l'archivage, il y a la question de la traçabilité des actions à mener, effectivement, savoir en fait qui a participé aux activités lors de ces activités. Il y a la question aussi de répondre aux exigences légales et des bailleurs. Par exemple, un bailleur peut très bien, au bout de 2 ans, demander un audit sur une activité faite en 2024, par exemple. Les questions aussi d'audit, comme on l'a précisé, évaluation et apprentissage. Et également tout ce qui est assurer la continuité des projets. Donc, si vous réouvrez dans la localité, il est important pour vous d'avoir une traçabilité de ce qui s'est passé. Maintenant qu'on a vu le pourquoi de l'archivage, on va s'intéresser aux 10 règles d'or. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié une petite notion qui était de protéger les données sensibles. Effectivement, quand vous allez archiver, vous allez avoir la question d'anonymisation et de pseudonymisation. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez explorer notamment dans la boîte à outils qui est dans le Learning Corner, gestion responsable des données. Je vous le mettrai en fin de présentation. Maintenant, on en vient aux 10 règles d'or de l'archivage et on arrive à la dernière étape pour clôturer un peu ce webinaire. Donc, les 10 règles d'or, la première, c'est respecter la confidentialité et la protection des données. Donc là, vous avez toute la question de anonymisation, pseudonymisation, qui sont pas tout à fait les mêmes étapes, notamment appliquer les normes RGPD, l'équivalent si vous êtes dans un pays qui a d'autres législations en place. Et vous avez aussi la question de restreindre l'accès à vos données. Voilà, que ce soit les données papier ou digitales, vous avez obligation de restreindre l'accès. Ensuite, la deuxième règle d'or, c'est mettre en place une politique d'archivage claire. Effectivement, vous devez définir ce qui est archivé. Donc, en fait, le type de document, quel type de base de données, mais ça peut être aussi des emails. En fait, il y a aussi une traçabilité des emails. Ça fait partie de vos données. Établir une durée de conservation. Donc là, vous avez vu que dans la cartographie des données, il y avait une petite case qui était, en fait, pour combien de temps légalement vous avez besoin de garder ces données. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez aussi identifié les rôles et les responsabilités. Une fois encore, si vous avez personne qui est responsable, vous pouvez être sûr que personne ne s'en occupera. Voilà, quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Donc, c'est important pour vous de bien mettre une personne nommée qui est en charge d'archiver. Ensuite, vous avez la question de la troisième règle d'or, c'est classer les données de manière logique et uniforme. Ici, ça sera la question d'utiliser une structure de dossier standardisée avec un des noms, en fait, un standard de nom, inclure les métadonnées essentielles, les lieux, les dates, aussi nommer les fichiers, comme j'ai dit, avec une convention claire, que ce soit avec les années, le lieu, le titre. Voilà, ça c'est très important pour que quand vous alliez au fin fond du stock retrouver une donnée, ça ne vous mette pas 20 ans. La quatrième règle d'or, c'est assurer la traçabilité et l'accessibilité. Aussi, c'est une question de centraliser l'archivage, que ce soit sur des serveurs ou dans une salle, documenter les systèmes utilisés, voilà, former vos équipes, mais aussi utiliser des index, voilà, tout simplement pour savoir où aller chercher quelle information. La cinquième règle d'or, c'est sauvegarder régulièrement. Ça, c'est très important, que ce soit par des backups automatiques, que ce soit testé régulièrement ou aussi conservé dans plusieurs lieux géographiques. Ça va vous permettre de ne pas avoir de mauvaises surprises. Conserver les données en format pérenne, voilà, c'est toujours mieux d'avoir un Excel propre, un dossier JSON ou des images ou des PDF, plutôt que d'avoir quelque chose en Word de 4 documents qui auraient pu être résumés en un. Donc, c'est vraiment mettre en place des formats qui ne sont pas obsolètes et qui sont facilement maintenus. La septième règle d'or, ça va être prévoir l'archivage dès la conception du projet. Une fois encore, si vous l'avez prévu en amont, ça sera beaucoup moins compliqué pour vous quand vous êtes dans un état d'urgence. Huitième règle d'or, c'est auditer régulièrement les pratiques d'archivage. Voilà, il est toujours bon en fait
vérifier que les données soient bien archivées, de corriger les pratiques s'il y a un problème d'habitude. Et enfin, vous avez la neuvième, l'avant-dernière, qui est sensibiliser et former les équipes. Une fois encore, si vous ne l'intégrez pas dans la routine quotidienne, si vous ne rappelez pas régulièrement, si vous ne reformez pas vos équipes, il est fort probable, il est même certain, que toute cette bonne pratique d'archivage ne soit pas maintenue. Et enfin, la 10e règle d'or, c'est archiver dans une logique de redevabilité et d'apprentissage. Donc là, c'est pouvoir être capable de rendre des comptes à vos bailleurs, à vos partenaires, à vos bénéficiaires, mais aussi faciliter tout ce qui est le transfert de connaissances entre les équipes. En fait, c'est important que si vous avez un roulement d'équipe, si vous avez besoin voilà, de maintenir la mémoire institutionnelle, vous soyez en capacité de le faire. On avait une petite activité, mais au vu du temps, je préfère vous la passer et vous donner directement les réponses. Comme ça, on va pouvoir passer aux questions. La première question, c'était quelles données vous conserveriez? Donc ici, les bonnes réponses en fait qu'on peut citer pour la conservation. Une fois la conservation, c'est tout ce qui est usage quotidien. J'avais mis tout ce qui est rapport d'évaluation des besoins pour le projet en cours, et je précise bien le projet en cours, tout ce qui est les données de suivi des activités en cours, les cartes et informations géospatiales, par exemple, si elles sont d'actualité, ça peut vous aider, et les informations sur les partenaires et donateurs qui sont inclus dans vos projets. Donc, par exemple, ça, c'est des types de données qu'il est important de conserver pour vous. Mais maintenant, si on se pose la question de l'archivage, bah pour l'archivage, ce sera plutôt les rapports d'activité pour l'année 2023, plutôt les données personnelles des bénéficiaires des activités en 2022, ou le rapport de suivi et évaluation de 2023, voilà, tout ce qui est année passée. Bon, clairement, c'est quelque chose que vous n'allez pas réutiliser au quotidien, mais qu'il est important d'avoir sous la main. Donc ça, c'est des données typiquement que vous allez pouvoir archiver. Donc, je vais pouvoir en venir à un moment de questions. Alors, soit vous pouvez poser directement votre question, soit aussi il y a sûrement des questions dans le chat. Et je tâcherai d'y répondre. Voilà, on a 15 petites minutes pour pouvoir répondre à ce que cela a soulevé chez vous. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je suis tout oui. Merci, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Félicitations une fois de plus. Merci, madame, pour la présentation. Merci. Merci, madame Camille, pour la présentation. C'est super. Merci, madame, pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions d'étonnement ou autres, voilà, des points à vous spécifier? La présentation. Oui, je peux poser la question? Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Je suis Maître Évariste Kamba, coordonnateur de l'ONUJA ACPD Congo et point focal de CONAFOR de Grand Kassai. Ce que je peux savoir, est-ce qu'après cet exposé, nous pouvons voir les supports qui vont nous permettre quand même de prendre connaissance de cette méthodologie d'ERA et ça va nous faciliter aussi de bien conserver nos données à la longue de tout ce que nous faisons sur le terrain. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors en fait, comme vous l'avez vu, notamment l'arbre à décision, c'est encore quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour le peaufiner. Et quand il sera bien développé, donc on espère qu'en juin, en fait, on va pouvoir vous délivrer la boîte à outils complète. Et là, vous aurez accès à tous les outils, notamment le dossier Excel qui vous permet en fait de faire votre cartographie des données. Voilà, on préfère prendre un petit peu de temps pour peaufiner les choses et que quand on vous le donne, il soit complet et opérationnel pour vous. Donc, normalement, après le second webinaire qui aura lieu le 11 juin, vous aurez toutes les données et ressources disponibles. Madame, j'ai aussi une petite question, si je peux les poser aussi, hein. Bien sûr, allez-y. Merci beaucoup pour la parole, madame. Et je suis vraiment flatté de cet exposé. Et je suis Monsieur Alexis, je suis le coordonnateur de l'ONG ADDP, Action d'aide développement des paysans au Kassai Chikapa. Et je me suis connecté, s'il vous plaît, en retard. Je voudrais un peu connaître les mobiles dont nous avons et dont vous avez initié cette petite formation. Parce il y a plusieurs formations dont nous avons passé dans la gestion des données et il y a aussi la gestion des données que nous récoltons avec les autorités, par exemple, provinciales, les autorités sanitaires. Il y a plusieurs gestions. Bon, moi, je voudrais poser ma petite question, c'est un rapport. Et
Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif de quoi? C'est quoi au juste là? L'objectif, c'est quoi? C'est ce que je voudrais au moins comprendre parce que nous sommes des ONG. Nous sommes des ONG dans des différentes provinces et dans notre province, on ne vous a jamais vu au Kasaï. L'espace Kasaï, d'ailleurs, c'est foutu. On ne vous a jamais vu. Donc, nous voudrons un peu connaître et, l'objectif principal. Et en rapport avec, par exemple, la gestion, par exemple, des données. Les données médicales et les données que nous récoltons, par exemple, sur terrain ne doivent pas être toujours dans le même fiche. Je ne sais pas si vous allez me donner et vous allez me contredire. Le fiche qui comporte les données médicales doit faire la différence avec les données que nous récoltons sur terrain. Par exemple, quand nous menons des évaluations, on en a réalisé plusieurs évaluations ici. Si nous prenons en fait, la fiche d'enregistrement, par exemple, des cas médicaux, doit faire la différence avec les données que nous récoltons sur terrain. Je ne sais pas Ouais. si vous comprenez qu'est-ce que je voudrais dire. Oui, oui, je vois bien où vous voyez, où vous allez en venir. Alors, en Voilà. fait, pour vous remettre le contexte, si vous êtes arrivé un petit peu en retard, c'est que ce webinaire, il est vraiment focalisé sur la dernière partie du cycle de gestion de l'information, qui est la conservation, l'archivage et la destruction des données. Donc, il vient après tout ce qui est euh, préparation des besoins, collecte des données, analyse des données, utilisation des données pour prise de décision. Et donc, en fait, c'est la dernière étape, comment vous allez gérer les données que vous avez collectées sur le terrain quand elles ne sont plus utilisées ou alors si elles sont en cours d'utilisation pour la conservation de vos données. Alors, effectivement, vous mentionnez le fait qu'il y a des données médicales qui sont séparées de ce que vous collectez sur le terrain. Oui, tout à fait. En fait, quand on a fait une cartographie des données, vous avez forcément des jeux de données dans un même projet qui sont en fait séparés, ce qui est tout à fait logique. Votre suivi et évaluation ne va pas du tout être rangé dans le même jeu de données que vos données médicales. Et pour la gestion et la protection des données, il est sain de séparer vos jeux de données. En fait, vous ne pouvez pas avoir un dossier Excel avec tout d'un coup. Sinon, si vous avez une problématique de fuite d'informations, vous allez mettre en danger en fait vos bénéficiaires. Dans tout ce qui est gestion responsable des données, notamment dans la conservation et autres, il est vrai qu'on met en place des outils comme la pseudonymisation. Et la pseudonymisation, c'est le fait, par exemple, de séparer dans votre fichier médical, au lieu d'avoir les noms de vos bénéficiaires, vous allez les séparer dans un autre dossier Excel. Vous aurez un code par bénéficiaire et qui vous permettra de lire le second jeu de données. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour s'il y a une fuite en fait des données médicales, les personnes ne puissent pas les utiliser ou reconnaître au moins avec les noms. Donc, on essaye de cacher les données principales, par exemple les numéros de passeport et autres. Et donc, ça permet de conserver de manière responsable les données, et notamment quand on les archive, il y a toute cette question d'anonymisation et de pseudonymisation. Donc, nous, on se focalisait vraiment sur la question de quand on a utilisé ces données, comment est-ce qu'en fait on fait pour les conserver, les archiver et les détruire de manière responsable. Et effectivement, les jeux de données, c'est très large parce que vous avez beaucoup de jeux de données de sources différentes selon vos activités et selon les étapes de votre gestion de cycle projet, en fait. Est-ce que ça a répondu à votre Merci. question? Merci, madame. Je vous en prie. Est-ce que nous avons d'autres questions? Il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que, madame, je peux faire aussi un point? Oui, bien sûr, allez-y. Je peux? Oui, oui, allez-y, je vous en prie. Merci bien. Merci pour votre présentation vraiment brillante. Comme l'ont dit mes collègues, moi, c'est M. Kitcha Jacques. Je suis désolé parce que je suis arrivé, je me suis connecté en retard. J'étais sur un autre dossier, notre urgence là. Je suis le coordonnateur de la LISADEL pour la zone est de la RDC. Et au même moment, je suis aussi le lead, donc le coordonnateur du réseau des ONG nationales de RONA dans le Grand Katanga. Et par ce statut-là, je suis point focal du CONAFOD Grand Katanga. Je suis basé à Kalemi. En fait, je vais commencer par peut-être présenter ma préoccupation. Il serait peut-être
reformuler sous forme d'une recommandation, faire en sorte que madame puisse nous partager ou partager à tous les participants ici présents les modules qu'il a présentés, qu'il a expliqués pour la présentation, des choses que ça nous permette de l'exploiter davantage, parce que vous savez, travailler pas en présentiel comme on l'a fait, il y a des fois avec caprice de connexion certains éléments importants qui nous passent outre, mais si on a les supports, on peut l'exploiter à bon escient. Et en cas de préoccupation, on peut toujours revenir vers vous pour plus d'éclaircissement et comprendre davantage, parce qu'il s'agit d'une question épinante et vraiment importante de se dire, qui est celle axée sur la gestion des données. Parce que tout ce que nous faisons tourne autour des données. Et une fois, nous biaisons au travers tout ce qui est système de gestion des données, je parle bien à partir de la collecte jusqu'au terminus. Donc, ce sera biaisé tout le travail qu'on est en train d'effectuer. Et c'est par là que je vais recommander à ceux que vous puissiez, dans la mesure possible, si jamais ce n'est pas un problème, nous partager ces supports-là. À cela ne tienne, je voulais comprendre, parce que vous allez trouver, non, nous, par exemple, nous sommes dans différents secteurs, nous intervenons dans différents secteurs, protection, éducation, nous sommes dans Antimine, LPP, nous sommes dans tout ce qui est LTT. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on intervenons. La sécurité alimentaire, et dans tous ces secteurs-là, il y a des différentes méthodologies de gestion des données. Laissez-moi parler de gestion, parce que je voulais faire allusion de toutes les étapes en ce qui concerne les traitements, la gestion des données. Mais quelqu'un qui est dans le domaine médical, c'est un domaine qui a ses exigences particulières quant à la gestion de ces données. Le secteur éducatif a aussi sa méthodologie de gérer les données. La sécurité alimentaire, même chose. Là, on n'en parle même pas. Et maintenant, je voulais comprendre à quel niveau, au travers de cet outil que nous venons de bénéficier aujourd'hui, cette formation, je dirais, à quel niveau allons-nous concilier les différentes méthodes ou exigences de gestion des données selon les secteurs, pendant que chaque secteur a son mode de gestion des données. Est-ce qu'il y a un niveau où il y a une conciliation, il y a un niveau où il y a rapprochement au regard de la méthodologie RAT, comme j'ai suivi, pour permettre à ce que cette formation soit utile à un acteur de sécurité alimentaire, un acteur de santé, un acteur d'éducation, un acteur protection et consort. C'était ça ma préoccupation, parce que je trouve que c'est une formation tellement importante et surtout qu'elle touche sur l'élément clé de tout ce qu'on est en train de faire qui ne sont autres que les données. Et tout ce que nous faisons, ce sont les données qui influencent plus. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette question. C'est effectivement une question très pertinente et intéressante. Oui, selon le type de données et selon le domaine de collecte de données, que ce soit protection, santé ou autre, il y a c'est pas des réquisitions, mais des obligations particulières dans le traitement des données, et notamment le traitement des données sensibles. En fait, les étapes que j'ai présentées, qui sont la cartographie, l'arbre à décision et tout ce qui est les étapes de conservation d'archivage, quand bien même vous avez une spécificité de domaine d'action, c'est des étapes qui, en fait, regroupent ces grandes questions. Et donc, même si vous êtes en protection de l'enfance ou si vous êtes en agriculture, et ben en fait, les questions qui vont vous permettre d'archiver ou les questions qui vont vous permettre de transférer, ça va être les mêmes, même si vous avez des domaines différents. Ce qui va changer néanmoins, c'est dans la cartographie des données, vous avez vu que le type de données, ça change, et que à la fin, tout ce qui est la question des audits, de vos obligations légales, et ça, c'est dans le fichier Excel que je vous ai présenté. Alors ouais, je me suis pas étendue à la fin sur les dernières questions, mais vous avez en fait toutes ces questions qui va vous permettre ici spécifiquement de mettre les conditions légales et les obligations de traitement de données spécifiques à votre domaine. Donc en fait, oui, chaque domaine a des questions spécifiques. Comme on disait, le domaine de la santé, vous avez une question de rétention qui est beaucoup plus longue que les autres domaines. Mais même si c'est des données patients ou alors si c'est des données agricoles, eh ben la manière d'archiver ou la manière de conserver, les étapes en fait vont quand même être similaires. Donc ça ne change pas
le processus, ça va changer les obligations internes au processus, je dirais. Et donc à ce moment-là, ça vient entrer en jeu sur plus la question traitement des données sensibles, ça vient entrer en jeu sur les questions de rétention, de durée de rétention par exemple. Donc ça va se spécifier sur vraiment des sous-parties très spécifiques. Mais globalement, ça sera le même processus pour tous les domaines. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, la réponse est vraiment claire, malgré quelques coupures intempestives suite à la connexion, mais quand même, c'est bien compris. Voilà pourquoi j'insiste encore sur le partage des modules. Personnellement, je suis très intéressé par cette formation. De grâce, que cela ne vous fasse pas pression, hein, de grâce, mais je vous en prie, veuillez nous envoyer ces modules. C'est très important. On va faire au mieux. Je vous remercie. Est-ce que alors je vois que Moi, le temps j'avais file. une dernière question, si c'est possible. Oui. Moi, donc, Florence On Etcher va de la prendre la Fondation, dernière question. Je vous en prie. Florence Etcher de la Fondation Pierre Fabre. Moi, ma question, enfin, c'était plutôt sinon un partage d'expérience, partage de retour d'expérience que vous avez eu auprès de d'autres ONG ou des participants ici présents. Effectivement, vous avez évoqué à la fin que c'était important d'identifier là où les personnes qui seraient en charge de ces actions, de ces activités RAD. C'est vrai que nous, à la Fondation, en tout cas, on n'a pas un dispositif qui fait qu'on pourrait avoir une personne dédiée à ce genre d'activité. En général, quel est le meilleur profil, profil métier qui est à qui convient de confier ce genre d'activité et d'action à suivre? Est-ce que c'est plutôt est-ce que c'est plutôt le logisticien? Est-ce que c'est plutôt le responsable suivi éval? Est-ce que c'est plutôt un chef projet ou un responsable programme sur un périmètre? Voilà, si on peut avoir un peu le retour d'expérience des uns et des autres. J'imagine qu'il y a autant de profils que d'expérience, mais voilà. Merci. Très bonne question, je vous remercie. Alors en fait, sur la question de la responsabilité, rarement, vu l'étendue des projets, c'est rarement une seule personne qui est en charge de conserver, archiver et détruire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une spécificité des données dans chaque type de projet et que on préfère avoir une personne ressource par type de projet, généralement, ou deux. Si la personne est en congé ou autre, qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le relais, mais c'est pas nécessaire que ce soit une personne pour toute la structure. Après, pour le type de profil, ça dépend et ça varie énormément en fonction de la structure interne de votre organisation. Tout le monde n'a pas quelqu'un qui est dédié au suivi et évaluation, ou tout le monde n'a pas un gestionnaire de protection de données. Voilà, ça c'est dans le meilleur des cas, mais c'est souvent pas le cas. Donc, dans ces cas-là, moi je préconise souvent d'avoir quelqu'un d'abord qui connaît très bien les jeux de données qu'il y a au sein de la section sur lesquelles il travaille, quelqu'un qui a des connaissances techniques, parce que quand bien même, voilà, ça demande pas de savoir coder, mais ça quand même demande une bonne connaissance de l'outil informatique, de connaître les processus, ou en tout cas d'avoir été formé dans cette perspective. Et donc, ça peut très bien être soit le chef de projet, ça peut être très bien le coordinateur santé, par exemple, qui est en charge du jeu de données. Ça, c'est vraiment une question à la fois d'organisation interne et à la fois aussi de ressources humaines, en fait. Il y a des personnes, moi je sais, dans des projets, ça les paniquait complètement. Même si le poste, ça aurait été dû être à leur charge, on les sentait dépassés par ça. Bon, bah moi, je préférais prendre une personne qui n'était pas suivie d'évaluation, mais qui était très à l'aise au niveau informatique et au niveau des processus, et qui avait toutes les autorisations également en termes d'accès aux données. Et ben, je préférais former cette personne et lui confier plutôt que de le confier à une personne qui était normalement logiquement appliquée, mais qui en fait était dépassée. Parce que vous avez aussi c'est pas seulement en fait le type de poste, c'est aussi qui vous avez derrière le poste. Et je pense que ça, c'est important de le prendre en considération et de bien former les personnes à ce suivi. Et une fois encore, je pense pas que ça soit sain toujours d'avoir qu'une seule personne en charge. C'est bien de dispatcher la responsabilité, parce que si ça devient une habitude, vous n'allez pas faire un grand branle-bas de combat une fois que vous devez les conserver. Ça va être fait au quotidien et du coup, c'est peut-être plus serein pour la gestion fluide en fait de vos données. Est-ce que ça a répondu à la question? Ok, ouais, merci. Parfait. Bon, je vous propose, je sais qu'il y aurait sans doute d'autres questions, n'hésitez pas à les adresser par email. Voilà, on est toujours disponible pour y répondre. Je préfère ne pas trop m'attarder quand même pour vous laisser le temps de retourner à votre travail.
Juste pour terminer, je vous ai mentionné la boîte à outils gestion responsable des données. Donc là où vous allez trouver tous les processus d'anonymisation, pseudonymisation, qui est une boîte à outils, c'est une mine d'or. Donc je vous conseille d'aller la parcourir sur le Learning Corner de CartONG. Ça va vous donner aussi des bons outils à mettre en place tout de suite. Également, si vous voulez retrouver le webinaire, vous aurez sur la chaîne YouTube de CartONG la retransmission de ce webinaire. Donc, si vous avez manqué le début, pas de panique, vous allez pouvoir le retrouver en ligne. Et enfin, je vous rappelle que le prochain webinaire pour voir la suite de RAD sera le 11 juin et on espère délivrer la boîte à outils dans la foulée. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et on remercie donc l'AFD d'avoir participé à ce projet. Et je vous souhaite une très belle journée et en espérant vous revoir le 11 juin pour la seconde partie du webinaire.